C'est l'après-midi et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Antonin Sabot. Bonjour Antonin. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de la 16. Alors, pourquoi vous avez accepté de venir à ce premier salon du livre? Eh ben, la thématique, c'est Oui. la thématique, le fait que ça parle du climat. De toute façon, moi, je suis toujours volontaire pour parler de mes livres parce que je les écris pour qu'ils circulent, pour qu'ils fassent parler, pour parler. Et donc voilà, le fait que la thématique corresponde, pour moi, c'était évident de venir et de porter ce livre qui, il y a encore quelques mois avant de sortir, n'était pas forcément complètement dans l'actualité. Alors oui, justement, Et le maintenant, grand incendie. Alors, ça parle un peu plus aux gens. vous êtes très sensible à l'environnement, on le voit bien Ouais. avec le livre Le Grand Incendie. C'était un roman à la base d'anticipation, Ouais. mais est-ce que vous n'êtes pas un peu dépassé par la réalité? Et ben voilà, c'est un livre que j'ai commencé à écrire il y a 3 ans. Et on parlait peu des méga-feux en France, même si en réalité c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, qui existe depuis une vingtaine d'années, notamment aux États-Unis, en Australie, en Sibérie, au Canada. Mais oui, c'est un sujet sur lequel j'ai dû beaucoup me documenter, chercher des articles, souvent des articles plutôt américains, à l'étranger. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, on en parle beaucoup. Et déjà, rien qu'en l'écrivant, au fur et à mesure, je me rendais compte que les effets que je décris, qui sont tous des effets réels, c'est-à-dire que ça se passe dans le futur, mais j'ai voulu que chaque chose soit absolument documentée, absolument vraie, que en fait, petit à petit, presque, j'étais dépassé, même au cours de l'écriture, par ce qui arrivait été après été. Et là, voilà, on le voit de plus en plus. Il y a encore quelques mois, quand il est sorti en janvier, je devais encore expliquer qu'un panache de fumée d'un incendie, ça peut faire plusieurs milliers de kilomètres, se déplacer et aller jusqu'à New York, alors que ça vient d'une province du Canada. Aujourd'hui, voilà, maintenant les gens s'en rendent compte. Les fumées des incendies du Canada, on le voit bien, donc on est début juillet 2023, ça arrive en France. C'est ça, voilà. Ça a parcouru même au-dessus de Paris. Alors justement, pour quelle raison vous avez choisi la Sibérie, la Californie et le Kurdistan pour ces écrire ce livre? trois endroits qui sont... l'idée du livre, c'est de dire à un moment, il y aura un seul grand incendie qui va avoir des effets, c'est-à-dire que la même chose que ce qui se passe au Canada en ce moment, mais si cette même chose arrive dans plusieurs endroits du globe en même temps, et surtout le fait que ça se passe en même temps dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, va avoir des effets conjugués très forts. Et donc je voulais illustrer un peu la diversité des lieux dans lesquels ça peut arriver. La Californie, parce que c'est quelque chose c'est un endroit qui nous ressemble, ressemble un peu à la France, en tout cas, qui est ce qu'on appelle un pays développé, avec des gens qui vivent un peu dans les mêmes conditions de vie que nous. Donc pour pouvoir toucher un peu les gens, leur dire, bah voilà, regardez, même un pays riche, entre guillemets, peut être confronté à ce problème-là et aura beaucoup de mal à s'en sortir. La Sibérie, parce que contrairement, c'était aussi pour casser un peu une idée reçue de dire les forêts du Nord, comme c'est le Nord, c'est peu touché par l'incendie, alors qu'en réalité, il y a des dizaines de millions d'hectares qui brûlent chaque année dans les forêts boréales. Que ce soit au Canada ou en Sibérie. Et le Kurdistan, c'est encore un petit peu autre chose, c'est la guerre par le feu. Et c'est en fait quelque chose qui a de plus en plus cours, de plus en plus lieu, le fait que le feu soit une arme de guerre et qu'on cherche à repousser les gens en brûlant leurs champs. Voilà, c'est une arme de guerre primitive en réalité parce que ça a toujours existé, mais là ça existe en ce moment même. Il y a les terroristes de Daesh ou même parfois l'État turc qui cherche à chasser les populations en brûlant les champs. Et voilà, pour moi c'est quelque chose de très très fort de dire en fait vous n'avez rien à faire ici et vous n'aurez plus aucun moyen de survivre dans cet endroit-là. Donc l'idée c'était d'avoir une diversité de profils, mais qui sont toutes confrontées à ce même problème, à cette même chose qui peut-être va nous arriver, va devoir nous toucher nous, de dire voilà, même bien que les profils soient différents, on est dans une époque où on veut beaucoup marquer de frontières, de différences entre les gens, mais en réalité on va être confronté au même problème. On est sur la même planète. Voilà, exactement. Dans le livre, il y a un rassemblement qui se fait à New York. Ouais. Pourquoi avoir choisi cette ville? C'est forcément un petit peu symbolique. Quand on n'écrit pas à partir de rien, on écrit à partir des histoires qu'on a lues, on écrit à partir de ce qu'on a vécu, beaucoup avec les histoires qu'on a reçues. Alors, quel genre d'histoire? Il y a beaucoup les histoires de migrants
de migrants pendant la Grande Dépression américaine qui partaient des Grandes Plaines et qui partaient vers la Californie. Et donc là, je voulais moi montrer le mouvement inverse, c'est-à-dire les gens qui habitent en Californie aujourd'hui ou dans 15 ans seront peut-être obligés de fuir cet endroit-là parce qu'il n'y aura plus rien, il n'y aura plus que des flammes. Donc ils bougent. Et New York, c'est tous les récits de migration de nos grands-parents, arrière-grands-parents plutôt, d'Irlandais qui partent à New York. Et c'était de dire, dans ce moment de trouble terrible qu'est le grand incendie, les gens vont se retourner à nouveau vers les États-Unis et donc vers le phare, vers New York, pour essayer de reconstruire et aussi parce qu'il y a quand même une rébellion qui se fait à un moment où, si vous voulez, le grand incendie n'arrive pas pour rien non plus, il arrive parce qu'il y a des conditions socio-économiques qui font que la planète se réchauffe, qui font que les gens sont forcés de se déplacer et ils vont quelque part quand même chercher les responsables. Les responsables sont probablement des capitalistes et on les trouve à New York. Donc voilà, ça avait du sens de faire venir tout le monde à cet endroit-là. Si ça se passait en Europe, ça aurait été quelle ville? Ça aurait pu être Paris ou Londres. Ouais. Voilà, des villes importantes, des villes où les gens pensent qu'ils vont trouver refuge, mais où en réalité ils sont repoussés. Moi j'ai été journaliste, j'ai beaucoup travaillé sur les migrations. J'ai vu des réfugiés syriens à Paris, j'ai vu des réfugiés maliens, j'ai vu beaucoup de migrants qui cherchent un monde meilleur. Et quand ils arrivent, c'est beaucoup plus difficile qu'ils ne le croient. Et en fait, c'est la même chose qui se passe. Et qu'est-ce qui va se passer quand ces migrants ne seront pas quelques dizaines de milliers, comme c'est le cas aujourd'hui, et on en fait pourtant des gros titres, et parfois ça fait des polémiques, etc. Qu'est-ce qui va se passer quand ces migrants seront des millions ? Parce que le reste de la planète sera inhabitable. Voilà, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir, moi je pense, se serrer les coudes et construire une société différente. Entièrement d'accord avec vous. Mais ça, c'est mon avis personnel. Justement, en parlant de migrants, on a vu la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, un sous-marin, le Titan, parti explorer le Titanic. Ils ne sont pas revenus. Et beaucoup de personnes ont fait le lien avec les migrants justement disparus en Méditerranée, où on fait quelques lignes pour 500 migrants. Et là, 5 explorateurs ont eu le droit au grand titre tous les jours. L'ironie de l'histoire, c'est que le Titanic, c'était un bateau de migrants lui-même. Oui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de l'orchestre et donc des riches qui étaient sur le pont, sur les premiers ponts et qui font beaucoup parler d'eux. Mais en réalité, les cales étaient pleines de migrants qu'aujourd'hui on aurait dit clandestins. Oui. Et c'est troublant de voir comme l'histoire se répète. Comme on a des bateaux qui traversent les mers dans des conditions difficiles pour aller chercher une meilleure vie ailleurs. Et c'est l'histoire de l'humanité en fait. Il faut pas... C'est pas aujourd'hui qu'on a inventé les migrations, quoi. Oui, donc, on vient tous d'Afrique, on vient tous du même endroit, même nous, Européens. Exactement. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrive à regarder un peu de haut, et je pense que c'est aussi, et de manière intime, c'est un peu ça qu'essaie de faire la littérature. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois, ok, il y a les titres des journaux qui sont très... qui passent d'une histoire à l'autre, et je le comprends, ça a été mon métier, hein, donc je vois très bien comment ça fonctionne. C'est pas une critique que je fais, mais on passe vite d'une histoire à l'autre, on oublie très vite les fondements, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qu'il y a profondément dans les histoires des hommes, et des humains, des femmes aussi. Et voilà, la littérature, elle est là pour reprendre ces histoires-là, et leur donner une dimension intime, et je pense un peu plus profonde, et la faire toucher un peu plus concrètement. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire là, parce que les incendies, maintenant, voilà, ok, tout le monde sait ce que c'est. Mais est-ce que les gens saisissent ce que ça veut dire de perdre son paysage ? Quand un paysage est effacé, quand un visage est ravagé par les flammes et qu'on perd tout point de repère, qu'on ne reconnaît plus ses propres parents parce qu'ils ont été brûlés, etc., qu'on ne reconnaît plus sa colline parce que les arbres qui y étaient sont plus là, il n'y a plus de maison.
Voilà, c'est ça moi que je veux. Voilà. Ses repères. Voilà. Ouais. Et moi, c'est ça que je veux essayer de donner à toucher, c'est de dire, ok, voilà, vous savez qu'il y a 10 millions d'hectares, enfin là, l'année dernière, qui sont partis en fumée en Californie. Vous savez que là, au Canada, en ce moment, il y a 4 millions d'hectares qui ont brûlé. Alors 4 millions d'hectares, il faut dire que c'est à peu près la taille de la région parisienne. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est comme si tout Paris et sa banlieue, voilà, jusqu'à la 86 quasiment. C'est ça. Donc c'est immense, vous le savez. Mais est-ce que ça vous touche vraiment? Non, ce qui vous touche, c'est votre arbre. Oui. C'est d'avoir perdu votre arbre. Et donc voilà, je veux dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer quand tous nos arbres auront brûlé? On apporte plus d'importance à l'accident local. Exactement. Mais c'est humain, je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça que la littérature est là. C'est pour dire, attendez, regardez vraiment ce que ça fait, ces forêts qui partent en flammes ou ces migrants qui meurent noyés. Alors pourquoi avoir choisi l'écriture pour parler d'écologie Comme je le dis, je pense que la littérature, elle a cette force de l'intime. Elle peut rentrer dans l'intimité des gens, leur faire ressentir des sensations qu'ils n'auraient pas ressenties autrement. C'est d'une banalité sans nom de dire qu'on vit dans une période d'infobésité, quoi, où on reçoit des tas d'images, des tas d'informations partout et qu'on a du mal à saisir lesquelles sont vraiment importantes et lesquelles nous touchent vraiment. Et voilà, je pense qu'un livre, que la littérature, que l'écriture, elle peut dépasser ça et elle peut toucher vraiment les gens plus profondément qu'un autre média en fait, parce qu'on reste avec son livre voilà, pendant des heures sur un canapé, dans son lit ou n'importe où, et que voilà, on est touché plus profondément par ça. Alors on voit l'accueil des réfugiés de feu dans votre livre, c'est les riches américains du Nord qui sont devenus des réfugiés. Ouais. Il y a un message, oui, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas mal travaillé quand j'étais journaliste sur les migrations. J'ai vu beaucoup le rejet. Ouais. J'ai vu beaucoup le rejet que ces gens prennent dans la figure très forte. Même les Syriens, je veux dire, ils quittaient une guerre vraiment horrible avec les mercenaires de Wagner, dont on sait maintenant. Voilà, maintenant on comprend un peu qui sont ces gens. Ouais. À l'époque, on leur disait mais c'est tous des hommes, pourquoi est-ce qu'ils défendent pas leur maison? Je veux dire, et en fait, c'est délirant de dire ça. Et donc voilà, donc je voulais dire, voilà, en fait, regardez ce que ça fait quand on perd vraiment tout. Moi, j'ai vu des villes rasées. Je voyais des gens qui venaient de villes, ils me montraient l'avant-après, quoi. Et on peut pas rester. Évidemment qu'on s'en va. Ouais, et donc, je voulais montrer ça avec des gens qui nous ressemblent et leur dire, voilà, ces gens-là qui nous ressemblent à un moment sont forcés de partir. Et donc voilà ce que ça fait. Et pourtant, ils ont beau être les voisins, parce que quand il y a des millions de réfugiés, ça peut être le gars du pays d'à côté ou même de la région d'à côté qui va venir se réfugier chez vous. Et en fait, si on les rejette, mais quels humains sommes-nous, quoi? Oui, et puis demain, ça peut être à notre tour d'être réfugié, de devoir partir d'Europe. Peut-être que demain, il faudra aller habiter en Afrique. Justement, est-ce qu'ils vont nous rendre la monnaie ou alors est-ce qu'on va être accueillis? C'est une question que je me pose. Ça, on peut évidemment pas le savoir. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est un livre très sombre, effectivement, j'ai voulu montrer qu'on était entouré par les flammes et par le danger. Mais j'ai voulu montrer quand même comment les gens, une fois mis en mouvement, finissent par se rassembler. Et ça me semble quand même très important, les notions de solidarité, etc. Et j'espère que ça va pas disparaître et que ça va au contraire se renforcer. Qu'à un moment, on va se rendre compte qu'on est tous sur la même planète, qu'on est tous dans le même bateau. Et que donc, voilà, il va falloir se serrer les coudes et il va falloir pointer les responsabilités, mais collectivement, quoi. Oui, on parle pas d'une chasse aux sorcières, c'est de la faute d'un tel et un tel. Voilà. On est tous collectivement responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. On n'est pas tous responsables parce qu'il y a des gens qui délibérément mènent ces politiques. Ouais. Et donc là, il va falloir Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir collectivement s'en rendre compte et collectivement décider ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a de l'espoir encore? Moi, je pense que oui. Voilà, ouais. Moi, je pense que ça. Je pense que de toute façon, on ne peut pas continuer si on n'a pas d'espoir. Donc on n'a pas le choix. Oui. Et oui, moi, j'ai écrit quand même ce livre en me disant, avec une énergie du mouvement, parce que ce feu-là, même si je ne crois pas en la théorie de la tempête qui rebat les cartes, et très bien, vous étiez ouvrier dans la sidérurgie, et quand ça se casse la gueule, vous trouverez autre chose. Non, je pense qu'il faut accompagner les gens. Mais
je pense quand même que ce feu-là, il brûle des forêts, des trucs, et il détruit des communautés, mais il met aussi les gens en mouvement. Et les gens, une fois qu'ils sont en mouvement, ils vont faire des choses. Et ils vont aller lutter quelque part. Alors oui, tout à l'heure, je reviens sur le choix des pays que vous avez choisis. Ouais. Donc c'était la Sibérie, la Californie et le Kurdistan. Pourquoi pas avoir choisi le Brésil où effectivement en fait, au tout départ, j'y ai pensé évidemment. Hein. La forêt amazonienne est en voie de sahélisation, hein, donc il y a aussi des millions d'hectares qui brûlent dans la forêt. En fait, j'avais commencé à écrire un des personnages qui était au Brésil et en fait, il ressemblait déjà beaucoup. Il avait et en fait, comme le personnage sibérien, il avait un rapport très très fort avec la nature, avec les animaux, et en fait, ça se ressemblait beaucoup. Et donc, bon, je me suis dit, ok, on va simplifier en fait, et on va aller vraiment vers des archétypes assez épuré, purifié et que ça se recoupe pas les uns les autres. Donc en fait, il a été abandonné en cours de route, mais oui, c'était prévu en fait. C'est très bien. Alors justement, on est toujours un peu dans le rôle de l'auteur, l'écrivain. On dit auteur, écrivain, romancier. Les deux, ça me va, les trois. Les trois, Comment vous considérez la place justement des auteurs et des autrices dans l'espace public et dans la vie politique Quel rôle vous avez et quel rôle devraient avoir les auteurs et les autrices? Il ne faut pas aller plus loin que son domaine de compétence. Je veux dire, moi, je suis là pour parler à l'affect des gens. Le politique, il est là pour diriger, pour donner un sens à l'action publique. Et je pense que voilà, l'écrivain ne doit pas sortir de son rôle, mais c'est un rôle qu'il ne faut pas minorer. Et parce que l'affect, c'est quand même ça qui nous guide bien souvent. On n'est pas des êtres de pure rationalité, et heureusement. Et donc je pense que voilà, il faut que ce rôle-là, il soit écouté, etc. Maintenant, moi, je n'écris pas à partir de rien. Je me base sur je lis des rapports scientifiques, je lis des articles de presse, je lis des livres qui parlent de ces sujets-là. Et je suis moins bien placé qu'un scientifique pour dire ce qui va arriver en termes de climat. Je n'en sais rien. Personne ne le sait, d'ailleurs. Les climatologues, ils ont une vision, ils sont nombreux, ils font un travail. En tout cas, ils émettent des rapports. Voilà, des hypothèses, oui, des hypothèses. Voilà, la part de l'écrivain, c'est de construire un récit autour de ça et de dire voilà comment on va se sentir, comment on va réfléchir à tout ça. Et voilà, il faut savoir. Je suis pas un lanceur d'alerte. L'alerte, elle est lancée déjà, les gens le savent. Maintenant, voilà, moi, je suis là pour dire voilà, intimement. Qu'est-ce que ça vous fait? Et ça, je pense quand même que ça a un pouvoir de mise en mouvement, justement, comme le feu. C'est-à-dire que je pense qu'un livre bien écrit, à la fin, on doit se dire, ok, je vais peut-être changer quelque chose ou je vais peut-être voir le monde différemment. Voilà, moi, ça, je pense que ça, c'est important et ça, il faut le garder en tant qu'écrivain. Je n'ai rien à rajouter, c'est très bien dit. En ce moment, donc il y a le Grand Incendie. Il est sorti quand? Il est sorti en janvier. En janvier, donc il n'y a pas de nouveaux livres en prévision? Alors, il y en a qui sont en train d'être écrits, ouais, voilà. Mais vous écrivez plusieurs livres en même temps ou... Non, un seul à la fois, mais voilà. On peut vous trouver en librairie, en bibliothèque, certainement à celle de Montbron. Tout à fait, ouais. Vous allez laisser votre... Ils y sont, ouais. Ils y sont. Dédicacés? Ah, pas encore, mais on va s'arranger, ouais. On va faire ça. Au lecteur montbronnais. On peut vous trouver également sur les réseaux sociaux? On peut me trouver facilement sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je suis assez volontaire pour répondre. Quand les gens cherchent à me contacter, on me trouve assez facilement. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Antonin. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi à Montbron, près du château. C'est super, c'est un super salon en tout cas. Eh bien, merci pour les organisateurs. Ouais, merci à eux. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.